On ne dise rien là. Ah oui, c'est Ok. bonsoir à tous et désolé du retard. Merci Eneo, mais on va y arriver. Pour ceux qui ne le savent pas, Eneo, c'est la compagnie d'électricité au Cameroun. Et c'est vrai qu'on aime bien leur taper dessus quand il nous arrive quoi que ce soit. D'ailleurs, si on a des gens d'Eneo qui nous suivent, on vous salue, n'est-ce pas, Césaire? Oui, on les salue. Effectivement. Salut, Donc, Eneyo. donc bienvenue sur ma chaîne où jusqu'ici, on a pu échanger sur la blockchain, les cryptos. Et en fait, aujourd'hui, on va parler d'un sujet, on va initier une série de conversations qui me tient à cœur parce que, voilà, je vais interviewer des entrepreneurs qui m'inspirent, comme Césaire, et essayer d'en apprendre plus et essayer aussi pour vous, in fine, de vous faire apprendre plus et de vous faire peut-être aussi embrasser ce chemin qui n'est pas facile. En 2 secondes, je suis Nelly Chachwe-Diop, CEO et cofondeur d'Ijara, qui est une application qui aspire à démocratiser l'accès à l'investissement en Afrique francophone. Césaire, peux-tu nous dire plus sur toi? Qui tu es? Ok, je suis Césaire Foti. Donc, bon, premièrement aussi, on m'appelle Docteur. En fait, je suis Docteur Césaire Foti, CEO, cofondeur de Digital House International, qui est une entreprise de services numériques classiques. En gros, généralement, on me demande toujours ce qu'on fait. Ce qu'on fait, c'est qu'on aide les entreprises à utiliser les nouvelles technologies pour accélérer leur business. Dit comme ça, je crois que c'est mieux. Voilà. Mais donne des exemples pour être plus concret. C'est ce qu'on appelle du B2B, c'est ça, hein, business to business. Oui, business to business, enfin, on fait du business to business, vraiment on accompagne des entreprises, mais à côté on fait aussi pas mal de B2C, mais le B2C que nous on fait, c'est qu'on développe des solutions grand public qui vont aider, comme des solutions, comme la solution, non, c'est de quel côté c'est là? Comme cette solution-là, par Ah, exemple, MyCoolPay, voilà, qui est une solution de paiement qui va être utilisée à la fois par les particuliers, par les entreprises aussi pour collecter plus vite les paiements en ligne. On va développer des solutions comme CoolTrip, par exemple, qui aident les entreprises qui aident les voyageurs à réserver plus vite les tickets de bus sans aller s'aligner en agence. Voilà, des solutions comme ça qu'on va développer. Maintenant, des solutions B2B qu'on va avoir avec des entreprises, c'est, premièrement, on a du conseil dans la transformation digitale. Lorsqu'on parle de transformation digitale, il y a beaucoup de personnes qui voient un site Internet. Bon, généralement, on dit c'est pas ça. C'est beaucoup plus que ça. Et on va aider les entreprises à comprendre c'est quoi la transformation digitale, qu'est-ce que ça peut apporter à votre organisation, est-ce qu'aujourd'hui, l'action que vous voulez mener est nécessaire à ce stade de développement de votre entreprise, est-ce qu'il n'y a pas une technologie sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour aller plus vite, et ainsi de suite. Donc, on fait ce travail-là avec les entreprises et quand c'est nécessaire, on développe des applications qu'on peut mettre à leur disposition, des logiciels ou repenser leur système d'information parfois, mais vraiment quand c'est nécessaire, s'il y a des solutions qu'on peut racheter ou utiliser en open source, on les utilise aussi. Hein, donc voilà. Le but, c'est de mettre la technologie au service des entreprises et on les accompagne à vraiment tirer profit de tout ce que la technologie peut apporter, tout en leur permettant de garder le contrôle de leur activité et ne pas se poser des questions. Voilà. Ben, écoute, tu as décrit énormément de choses et je me pose depuis combien de temps tu fais ça? Depuis combien de temps Digital House Africa existe? Bon, Digital House International, tu l'as dit. Bon, international, exactement. Oui, en fait, depuis combien de temps ça existe? Ça existe en France depuis 2017. Depuis 2018, ça existe officiellement en France. Et depuis, qu'est-ce que j'ai dit? Depuis 2019, on est au Cameroun. On a créé la première filiale de Digital House International au Cameroun. Bon, on espère que très bientôt, on va créer dans d'autres pays africains. Voilà. Wow, on est très confiants. Voilà. On est au Cameroun depuis janvier 2019. Donc là, ça fait quoi? Ça fait 2 ans et plus, 2 ans et quelques mois qu'on est au Cameroun.
Donc, ça veut dire que c'est en 2017 que tu commences ton aventure d'entrepreneuriat ou tu étais entrepreneur avant? Qu'est-ce que tu faisais avant? Je commence la, bon, c'est entrecoupé, je commence l'aventure en 2016, voilà. Mais D'accord, bon, je suis pas illégal, enfin, non, je suis pas informel. Bon, je suis informel, hein, entre guillemets, parce que de toutes les façons, l'informel, c'est aussi un état de l'économie, donc bien on commence sûr. toujours de façon informelle. Donc, je commence en 2016 pleinement, mais là, je fais plutôt incubateur, des choses comme ça. Euh, Entre 2016 et 2017. C'est en 2018 que qu'on crée la structure. En 2019, on fait vraiment l'entrée sur le marché. Et D'accord. voilà. Wow. Et en si peu de temps, vous avez réussi à vous faire votre nid en France, au Cameroun, à aussi avoir des applications envers les consommateurs. Mais comment on réussit à faire ça? Est-ce que la transition entre déjà, qu'est-ce que tu faisais avant de devenir entrepreneur et de fonder cette entreprise-ci? Et comment s'est passée la transition? Bon, qu'est-ce que je faisais avant? Avant, j'étais dans le... Bon, même aujourd'hui, hein, je le suis toujours. Donc, j'étais dans le milieu de la recherche. D'accord. Euh, Dans le milieu de la recherche, donc, euh, je suis docteur, donc ce que je sais faire de mieux, c'est faire de la recherche. La recherche scientifique. Et, euh, et aussi, 25% de mon temps était utilisé avant que je ne commence à entreprendre pour l'enseignement universitaire. Donc, je faisais pratiquement 75% de temps en recherche et 25% en enseignement. D'accord. Tu Et sais, après, un peu, avec des amis, parce que dans mon passé aussi corporate, euh, j'encadrais des équipes de data scientists, machine learning, et souvent il y a beaucoup de PhD, de docteurs, et nous on aimait dire que les docteurs qu'on avait, ils aimaient bien chercher, mais ils n'aimaient pas trouver. Donc toi, tu es un chercheur qui aime trouver. Tu crées une entreprise, ça veut dire que tu aimes trouver des choses. En général, vous aimez bien chercher, mais pas trop trouver. Donc, continue à nous raconter un peu cette transition et si ça n'a pas été trop violent pour toi, de pas que faire la recherche pour la recherche sans jamais rien trouver. bah, si tu veux, en réalité, ce qui se passe, c'est que ce que tu dis, c'est très pertinent. D'ailleurs, c'est pertinent de parler de chercher sans trouver, nous, les scientifiques. Enfin, on aime trop chercher. On aime faire des équations bizarres, mais généralement, ça n'intéresse pas forcément les entreprises parce que, voilà. Donc, du coup, qu'est-ce qui s'est passé? C'est que avant, lorsque je faisais de la recherche, dans un premier temps, enfin, j'étais très, très passionné vraiment par la recherche, hein. Mm -hmm. Mais, et je savais que voilà, quand je devais avoir 32 ans, je devais être un full professeur plein parce que de toutes les façons, j'avais le Mm -hmm. profil pour. Et c'était mon challenge, c'est-à-dire, je voulais être vraiment parmi les plus jeunes professeurs, enfin, parmi les plus jeunes qui atteignent le grade de professeur. Et à un moment donné, j'ai fait un point pendant que j'étais en train de faire mon doctorat et je dis, il me faut faire un bilan un tout petit peu pour voir si je suis sur la bonne voie ou si ce que je fais me plaît. Et là, je commence à me poser une série de questions du style, voilà, si je deviens milliardaire, est-ce que je vais continuer à faire de la recherche? Et tout de suite, la réponse est non. Donc, Ça, c'est. Non, non, mais attends, fais une pause. Là, c'est une super, super question. Premier insight de la conversation. Et en fait, ça résonne énormément avec mon expérience à moi aussi. Moi, je me pose la question en d'autres termes en me disant si aujourd'hui, c'était le dernier jour de ta vie, est-ce que tu voudrais le passer à faire ce que tu es en train de faire? Et si la bah, réponse est non, ça, mais on n'a pas la passion. Et c'est vraiment ce que tu viens de dire, en gros. Si tu ouais, devenais ouais, effectivement. est-ce que tu continuerais à faire ce que tu es en train de faire? Et d'ailleurs, j'ai commencé à penser comme ça quand j'avais une nounou quand j'habitais en France, une nounou pour mes enfants, une super dame colombienne et tout. Et une fois, on discute, je lui dis, si tu gagnais à la loterie, qu'est-ce que tu ferais? Elle dit, ah, mais je continuerai à m'occuper des enfants, je créerai une cantine pour les enfants défavorisés. Et je me dis, waouh, elle est vraiment passionnée. Alors, elle aime vraiment les enfants. Elle Ouais. fait pas ça juste pour la thune. Donc, c'est très important ce que tu viens de dénoncer comme ton principe pour décider si on est vraiment dans sa passion ou s'il faut vraiment qu'on trouve quelle est sa passion, quelle est sa mission de vie
pour créer une entreprise ou juste changer de job, quoi. Ouais. Donc, du coup, en fait, il y a une série de questions comme ça qui me traversaient l'esprit. Bien Et, sûr. et après, à un moment donné, je me dis, bah, il faut que je redéfinisse et que j'essaie de retrouver ma mission un tout petit peu. Voilà, parce que certes, j'aimais très bien la recherche. De toutes les façons, j'aime toujours la recherche et j'aime bien chercher. J'aime faire des choses exceptionnelles. Enfin, j'aime être le premier à trouver des choses. Donc là, c'était la première. La deuxième, c'est que je me pose la question et je me dis, mais aujourd'hui, je suis chercheur, je bosse pour le Centre national de la recherche scientifique en France et c'est excellent. Je travaille sur des choses qui sont peut-être qui sont même confidentielles. Bien sûr. Et qui est-ce que ça a un impact direct dans la vie? Peut-être c'est quand je vais mourir là, ça aura de l'impact. Et donc, je voulais également faire quelque chose qui a l'impact tout de suite. Et donc, voilà. Et lorsque j'étais en train de réfléchir, il y a une série de théories que je lisais sur le développement personnel, des choses comme ça, comment trouver sa voie. Et je cherchais vraiment cette chose-là que je devrais faire, qui devrait faire matcher une série, un ensemble de sphères parmi lesquelles je fais quelque chose que j'aime, quelque chose dont j'ai la compétence, et ainsi de suite, qui aide les gens. Et quand je regardais ce que je pouvais faire qui aide les gens, je ne voyais pas de choses que je pouvais faire en France qui aide les gens, parce que de toutes les façons, on a presque tout fait chez eux. Bien sûr, exactement. Et chez nous, aujourd'hui, on a tellement de choses à faire. Exactement. Et bah, je me suis dit, il faut rentrer chez nous. Mais pour rentrer chez nous, faire des choses, je ne pouvais pas rentrer enseigner chez nous parce que c'est très compliqué, même si on est bien, on sait ça. L'unique moyen, c'était de dire, OK, je me crée ma voie aussi. Et en même temps, il fallait que ça me donne un peu d'argent parce qu'en même temps, j'aime l'argent. Il faut vivre, il faut vivre. Donc voilà comment je décide que non, il faut que j'entreprenne. D'accord. Et je commence à voir un tout petit peu dans quoi est-ce que je peux entreprendre, être très motivé. J'essaie de le monter encore pour faire tout ce qu'on peut apprendre sur l'entrepreneuriat. Et j'identifie tous les problèmes que j'avais à rencontrer, des frustrations et ainsi de suite. Et parmi les frustrations que je rencontre, il y a une particulière qui me pousse à lancer Cool Trip, en fait. C'est que j'ai perdu ma maman en 2010. Ah, ça c'est dur. Ouais. Donc, et en 2010, en fait, je suis à Yaoundé et on devait aller au village, en fait. Mon village, c'est à l'ouest, Bamika. Et on devait aller à l'ouest très, très rapidement pour faire tout ce qui est préparation et après revenir sur Yaoundé. Donc, comme il y a eu deuil, il faut que toute la famille se retrouve. Et donc, il fallait qu'on parte. Je vais chercher les bus avec mon frère vers 18h, entre 18h pratiquement et 22h. On ne trouve pas de bus dans Yaoundé. Enfin, on cherchait les bus dans Biémassi. On ne trouve pas de bus. Et après, à un moment donné, il y a un bus de Général. À l'époque, c'était pas trop contrôlé comme aujourd'hui. Je ne sais plus si c'était Général ou Dinam. Mais je pense que c'était Dinam, je pense. Dinam Voyage. Il y a un bus, donc il y a un chauffeur de Dinam qui sort de l'agence avec le bus et il gare il traverse un tout petit peu l'agence et il gare quelque part et il dit les gens qui n'ont pas pu avoir de place là, je vous prends. Et donc il nous met aux escaliers, imagine. Incroyable. Yaoundé, Bafoussam, aux escaliers du bus là. Ouais. Les marches. Donc je m'assois, il est 23h, on arrive à 5h à Bafoussam. Mais tu ne peux pas imaginer ce que j'avais vécu cette nuit. Ah non, mais c'est l'horreur, c'est l'enfer sur terre. Et quand on arrive en fait au village le lendemain, j'ai un cousin qui vient de Yaoundé. Et lorsqu'on est en train d'échanger, de partager vos expériences de voyage, nos expériences de voyage, lui me fait comprendre que lui, son bus qui est parti de la carrière était vide. Donc, no way. Donc, en fait, c'est quelque chose qui m'avait tellement marqué. Et donc, quand je voyais toute la souffrance que j'avais fait alors qu'il y a un bus qui est parti vite et Yaoundé, juste parce que je m'étais concentré sur Biémassi qui était un coin et puis coin. Donc, quand je commence à réfléchir, je me dis, il y a quelque chose à faire. Est-ce que ce problème-là aujourd'hui est résolu? Je regarde, c'était pas encore résolu en fait. Donc, vous ne pouvez pas toujours avoir les informations sur les voyages. Et j'ai dit, je commence par ce problème-là. Et tant que je ne résous pas ce problème-là, je ne m'arrête pas. Donc, aujourd'hui, c'est une mission. Et la mission aujourd'hui, c'est extrêmement compliqué. Peut-être on va revenir pendant l'entretien.
Et mais c'est une mission que... l'application est déjà sur Play Store, App Store. Comment on fait pour Euh, oui, non, l'application est sur Play Store. On va peut-être revenir, hein, D'accord? l'application est sur Play Store. Ok, super. L'application est sur Play Store aujourd'hui. C'est vrai on avait une Ok. version sur Play Store qu'on a complètement enlevée. On a mis une nouvelle. Ça fait partie des Bienvenue erreurs au qu'on avait. club. Bienvenue au club. Je fais une petite promo. On avait aussi Ijara V1 sur Play Store. On en avait tellement honte que depuis 2 semaines, on a mis une nouvelle application. Donc, je comprends ce que tu dis. Voilà, donc du coup, on a nettoyé, mais seulement cette application-là avant, on Bien avait, sûr. bon, enfin, bref, cette application-là, on avait déjà plus de 20 000 utilisateurs dessus. Ouais. Et bon, aujourd'hui, quand même, bon, sur la nouvelle, on a lancé la nouvelle, quand on a lancé la nouvelle l'année dernière, c'était la pleine crise. On a connu tellement de difficultés qu'on a arrêté beaucoup de choses, en fait. On a retravaillé encore beaucoup. Mais, comme je l'ai dit, lorsque j'ai commencé avec l'entrepreneuriat, mon but, c'était de résoudre ce problème-là. Je Résoudre ce pourrais problème, peut-être bien ne pas le sûr. résoudre, quelqu'un d'autre le fera peut-être mieux que moi, mais tant que ce problème-là n'est pas résolu au Cameroun et que les gens C'est peuvent ton prendre le téléphone, obsession. C'est ton trouver obsession. le bus et voyager, moi je ne m'arrêterai pas. Si ça passe pas par moi, il faut que ça passe par un concurrent, il faut que ça passe par une autre personne. Mais aujourd'hui, on a tellement de données sur le secteur, on a tellement de connaissances du secteur, des problèmes qu'il y a, et je serais même prêt à échanger avec des concurrents qui veulent se lancer pour partager mon Ah, expérience que j'ai eue de ce secteur en 2 ans. Mais c'est vraiment ce truc qui m'a poussé. Enfin, c'était mon point d'entrée. Lorsque ouais. j'entre, en fait, Mais et quand je Césaire, voulais entrer, oui, je m'arrête. Césaire, Je parle je beaucoup. vais te couper je vais te couper parce que, non, 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 mais parce que, en fait, si tu veux, ça fait écho et c'est génial cette série de conversations d'entrepreneurs parce que on va se rendre compte très vite qu'on a beaucoup d'atomes crochus. Par exemple, quand tu dis, même si c'est pas moi qui résout ce problème et s'il y a des concurrents qui veulent le faire, je suis prêt à échanger avec eux. Mais je suis la première à dire que des applications comme Ijara, il en faut 10 en Afrique francophone, voire même une trentaine, parce que le problème qu'on veut résoudre, la sécurisation du patrimoine de nos papas, de nos mamans, de nos frères, de nos sœurs, c'est hyper important. Moi, mon traumatisme, comme toi, il vient du 11 janvier 94, la dévaluation du franc CFA. Et je pense la première fois où je vois mon père pleurer, parce que toute son épargne est divisée par deux. Et tu te rappelles, avec les prix qui ont augmenté, les fonctionnaires qui n'étaient plus payés, tous les produits importés coûtaient 2 fois plus cher. Une dévaluation, c'est bien quand le pays dans lequel on dévalue peut exporter. Mais nous, on exportait quoi? Est-ce qu'on a même encore est-ce qu'on avait des industries? Est-ce qu'on a même déjà assez d'industries pour dire que ça va booster l'exportation? L'exportation de Non. quoi? Des bananes plantains? Non, c'est pas possible. Donc, donc, je comprends quand tu parles, quand cette passion de dire c'est mon obsession, c'est le problème que je veux résoudre. Et du coup, quand je trace le fil rouge, je tire le fil rouge, je commence à me dire ah oui, tu fais la partie B2B, digital transformation et tout, parce que évidemment, ça apporte un peu voilà, du grain à moudre, il faut manger et tout, mais en fait, in fine, tu veux aller sur le B2C, résoudre un problème pour les consommateurs, avoir un impact sur la société, et ça fait vraiment, vraiment écho. Et je pense que c'est enfin, j'ai envie de dire, la seule façon de faire de l'entrepreneuriat, parce qu'il y a tellement de challenges, et on va en parler, hein, c'est la transition, tellement de difficultés, que pour pouvoir sursoir à ces difficultés et insister et persister, il faut vraiment que la résolution de ce problème soit une obsession quotidienne. Donc, voilà. Donc, je veux bien comprendre, c'était une transition un peu bien amenée, je pense, pour que tu nous parles un peu de tes difficultés, de tes challenges par rapport à cette obsession. Déjà, le premier, je pense que tu t'es vite rendu compte qu'il fallait que tu payes tes collaborateurs, que tu payes un loyer fixe et tout. Donc, il fallait que tu trouves quand même une source d'argent en attendant que l'application consommateur que tu faisais puisse vivre toute seule et générer assez de revenus pour équilibrer les coûts. Oui. Donc là, en fait, si je vais parler de mes débuts, bah, je vais Bien peut-être sûr. commencer depuis la jeunesse, donc la transition. Oui, En vas-y, fait, vas-y, vas-y. quand je sens le besoin d'entreprendre, enfin, j'ai toujours fait plusieurs choses à la fois. Donc, je fais plusieurs choses à la fois. Je continue de faire la recherche et je commence à me lancer en maîtrisant le risque, en fait. Parce que lorsque j'ai regardé autour de moi et j'ai constaté qu'au Cameroun, en fait, je vais parler du Cameroun et je ne parle pas d'autres pays africains. Bien sûr. Les startups
essai, on parlait des startups, tel a fait machin, il a une idée qui va tuer, qui va faire ceci. Après 2 ans, on n'a pas vu. Et à chaque fois, c'était la même chanson. Donc, je suis remonté, j'ai vu beaucoup d'articles. C'est pourquoi, quand j'ai commencé, en fait, il y a pas mal de presse qui viennent généralement vers moi. J'ai vu, peut-être même Guy Bédon, il en a parlé la dernière fois, en fait. Généralement, j'évite tellement de parler parce qu'en fait, j'ai constaté que les gens qui parlaient beaucoup échouaient beaucoup. Je sais pas si c'est parce qu'il fallait qu'ils échouaient, mais... On ne cite pas les contemporains. Non, mais en fait, donc, du coup, je me suis dit, attention. Bon, je vais pas forcément, mais quand on regarde ce qui se dit et ce qui se fait, il y a un cap. Et moi, j'ai dit, non, je préfère travailler et après, les gens parleront. Si je réussis, c'est bien. Si je réussis pas de toutes les façons, je prendrai le temps et je pourrais écrire un livre pour expliquer, pour retracer mon parcours et dire où j'ai trébuché. C'est vrai que c'est mal aussi quand on ne communique pas beaucoup parce qu'on prend le coup du marketing. Mais le problème aussi, quand on communique et qu'on ne fait rien, c'est qu'on est dans un écosystème déjà qui est très compliqué. Et lorsqu'on donne encore raison à ces gens-là qui ne croient pas aux startups, c'est dangereux. Bon, donc pour maîtriser le risque, ce que j'ai vu, c'est je ne pouvais pas lancer Cool Trip, dans l'application de réservation de tickets comme Blablacar, par exemple, où je lance une boîte qui est une boîte de réservation ou de booking en ligne. Je savais que de toutes les façons, j'allais mourir très vite. Ouais, c'est vrai. Parce que ça peut prendre beaucoup d'années. Donc, ce que j'ai fait, en fait, c'est que je me suis dit, OK, aujourd'hui, j'ai une certaine compétence. Je sais comment on cherche les clients. Et j'ai dit, je rentre à l'école, et je suis rentré à l'école, j'ai tout appris. Je suis rentré à l'école. Pendant que je faisais de la recherche, quand je rentrais du labo, en fait, j'ai perdu presque tous mes amis. À l'époque même, j'ai perdu, je ne sais pas si je vais dire ma copine ou celle que je... Enfin, bref. T'as dû signer. Ta partenaire de l'époque. Tout le monde a couru. Voilà, j'ai tout perdu parce que, en fait, toute l'énergie était dessus. Et ce que j'avais envie de faire, c'est de dire, OK, j'apprends tout. Donc, j'ai appris la comptabilité, j'ai appris le commercial, j'ai appris du marketing, j'ai appris de la communication. Enfin, j'ai fait vraiment des parcours, certifications en gros, j'en ai plein, je sais plus, c'est 100 ou c'est 200, je ne sais plus. Du coup, ça m'a donné beaucoup d'idées dans plein de domaines. Et après, ce que j'ai fait, c'est, on va lancer Cool Trip, mais ça va être un produit d'une entreprise qui va être DHI. Et dès le début, DHI va aller sur la prestation. Parce que dès qu'on va aller sur la prestation, ça va demander certes beaucoup d'énergie, mais l'avantage, c'est que on va avoir du cash pour faire vivre la boîte. Exactement. Et avoir de quoi financer Cool Trip. Donc, je sais que ça prendra au moins 10 ans pour qu'on voit le premier bénéfice. Je savais que ça allait prendre du temps. Parce que le temps même de convaincre un chef d'agence à ce qu'il signe et tout ça, ça va prendre du temps. Ça prend du temps, exactement. Voilà. Il était préférable pour nous à l'époque même qu'on soit une entreprise de prestation qui a une telle référence, qui vient signer pour... C'est plus facile pour nous comme ça. Donc, du coup, bon, on a monté DHI et on a commencé à faire notre produit. Et c'était ça les débuts. Vraiment, bon, après, j'ai fait quand même... étant en France, je me suis fait incuber dans un des meilleurs. À l'époque, c'était le plus grand de la France, dans tout ce qui est technologie avant Station F. Ça s'appelle Euratechnologie. Ouais, je connais, bien sûr. Euratechnologie, c'est super connu. Il existe dans plusieurs France, tout à fait, c'est connu. Effectivement, et jusqu'aujourd'hui, en fait, nos bureaux en France sont à Euratechnologie. Donc, voilà. Dans quelle ville? Dans quelle ville? J'ai commencé. À Lille. Ah, ben tu sais quoi? La première structure que j'ai créée en France, Booper, on est toujours aussi, on était incubé à Euratechnologie à Lille. J'en suis sortie puisque j'avais plus le temps de m'y intéresser. On avait fait un software, un outil pricing pour le retail et tout ça. Et on était basé aussi, et souvent à Lille, à Euratechnologie. On a dû se croiser. Peut-être. Donc, c'est où j'ai fait mes premiers pas. Donc, j'ai appris plein de choses, en fait. J'ai participé à tous les programmes de formation de Euratechnologie sur l'entrepreneuriat. Ça m'a permis également de voir que j'avais pas l'idée du siècle et qu'il y avait des gens qui avaient des choses super intéressantes pour moi. Mais en fait, que le produit, de toutes les façons, les idées, on s'en foutait et que ça dépendait du mindset, la façon dont les gens et la façon dont les gars étaient prêts à, comment je vais dire, à délivrer. Je sais pas si c'est le bon mot. Et c'est ça qui devait changer. Donc, là, les débuts, j'ai fait Euratechnologie, j'ai pris tout ce que j'avais à apprendre là-bas, j'ai fait plein de certifications sur tous les domaines qui concernent l'entrepreneuriat, donc le management, tout le reste.
Et lorsque j'ai pris ça, avec ma connaissance du Cameroun, je suis rentré. Je suis rentré, j'ai lancé la boîte au Cameroun et tout de suite, on est allé chercher les clients, à la Waouh, fois des B2B et on d'accord. a commencé à chercher également des partenaires pour lancer notre application. Et lorsqu'on a eu 2 partenaires pour l'application, on a dit on cherche plus de partenaires supplémentaires, on s'arrête d'abord un tout petit peu. On Bien voulait sûr. prendre plus, mais après, quand c'était un tout petit peu difficile, on s'est arrêté, on a dit on profite du fait que c'est difficile de toutes les façons de les faire adhérer à la vision, de s'appuyer Mhm. sur les 2 partenaires qu'on a déjà vu, qu'on a déjà enfin, je vais dire des très grosses compagnies générales et Finex Mhm. Voyage. Enfin, ces 2 compagnies-là représentent complètement le secteur du Bah transport oui, intérieur bien au sûr, Cameroun. tout à Donc, du fait. coup, on s'appuie sur les 2 là et on construit quelque chose dont les compagnies ont besoin et dont les clients ont besoin. Donc, Waouh, voilà un tout petit j'adore. peu comment on a fait. Non, mais tout ça Et, en moins de, parce qu'on est en début 2021, tout ça en moins de 3 ans, enfin, c'est oui, extraordinaire. Quelles sont les oui, difficultés que tu as? Quand je t'entends parler, j'ai l'impression que c'est facile. Allez, tu identifies ta passion, tu vas créer la société, tu fais des certifications, après tu es incubé, après tu viens au Cameroun, tu te signes des partenaires B2B, tu arrives à signer avec les 2 plus grosses compagnies de voyage de bus. Enfin, j'ai l'impression que c'est un long fleuve tranquille. Donc, disons la vérité aux gens. Quelles sont les bon, bon, difficultés? Est-ce que tu as eu un pour dire la associé qui t'a... vérité, non, non, mais on en a toujours. Mais en fait, Ouais, bien sûr. je prends généralement beaucoup de temps. Ouais. Je prends beaucoup de temps de travail en amont avant de commencer à faire des actions. Ah, Ce qui fait qu'il y a d'accord. beaucoup d'erreurs. Les choses qui se disent dans les livres, je lis beaucoup. Donc, ce qui fait D'accord, je que j'évite comprends. beaucoup d'erreurs, les erreurs que les autres font. Et moi, je ne suis pas trop renfermé. Du coup, j'échange avec ceux qui sont passés avant. Je le fais Oh, toujours. super, Donc, quand quelqu'un a fait super. quelque chose qui me plaît, moi, j'appelle la personne, je dis, tu as fait tel truc là, c'est super impressionnant, dis-moi ce qui se passe Ouais, dedans. super. Et je ne suis pas Ouais. renfermé. Quand je viens au Cameroun, je fais l'effort de ne pas être coincé. J'ai identifié une dame, ça fait enfin, j'ai identifié une dame sur les réseaux sociaux quand j'étais encore en France. Sans Oui. elle, j'aurais quand même eu beaucoup de problèmes. Et elle s'appelle Paul Diane et elle a Broad Range Consulting. Elle aide en fait à créer les Oui, je entreprises et tout ça. connais, tout à fait. Et donc, je l'ai identifiée, en fait, étant en France. Et j'ai dit, cette dame, elle peut m'apporter des trucs. Donc, je l'ai contactée, elle était cool. On a commencé à échanger. Et donc, avant que je vienne au Cameroun, déjà, tout ce qui est légal autour de l'entreprise, elle m'a C'était déjà dit, je vais t'aider à ficelé. maîtriser ce risque-là. Et elle m'a aidé à Waouh, maîtriser tous ces super, risques-là. super. Création, au niveau des impôts, je suis clean, ce que je dois faire, ce que je ne dois pas faire, et ainsi de suite. Donc, Waouh, oh, c'est quelque super. chose que j'avais fait en amont. Et quand j'arrive, elle me prend, elle me dit, voilà, aujourd'hui, j'accompagne des centaines d'entreprises, j'ai Total dans mon portefeuille client, j'ai Petrolex, les grosses compagnies comme ça. Et elle me Bien dit sûr, quelles tout sont à les erreurs fait. que cette boîte-là font et que je ne dois pas faire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, du coup, ça me fait éviter beaucoup de problèmes. Et aussi, je Oh, me suis dit quelque génial. chose. Je me suis dit que, bon, euh, il y a beaucoup de... Je vais également travailler mon entourage. Je vais Mhm, éviter beaucoup de personnes aussi. mhm. Et je ne vais pas la citer, je vais éviter. Bon, maintenant, Des je parasites. fais plus trop attention à ça parce que en fait, aujourd'hui, on a une entreprise qui est de plus en plus stable. On fait un chiffre d'affaires. Donc, du coup, pour moi, je pense qu'on a déjà on a mis la fondation aujourd'hui. On est capable Bien d'aller sûr. à l'extérieur. Et c'est pourquoi, quand qui m'a dit, OK, il y a une conversation entre entrepreneurs. J'ai dit, OK, on le fait tout de suite. Parce que de toutes les façons, moi, je suis Oh, déjà disponible pour le génial, faire. tout à Mais fait, tout avant, à ça ne fait. pouvait pas être le Euh, cas. Donc, mais c'est bien sûr. très compliqué de mettre tout ça en place. En fait, il faut dire que ça fait pratiquement 5 ans aujourd'hui que j'ai plus vraiment dormi. J'ai plus de Mais ouais, je vacances. comprends. Tout à fait. Je m'achète rarement, je m'achète même plus. Donc, c'est-à-dire que c'est quand je vais dire quelque chose. Il y a mon frère il y a mon frère qui a voyagé récemment, en fait, Uh-huh. qui partait du Cameroun. Et quand il est parti, non, je vais faire comme un prof, couper les micros. Et quand il est parti, en fait, et quand il est parti, il y a un de ses, peut-être je crois, un ou deux de ses pantalons. Uh-huh. Quand il faisait ces trucs, j'ai dit, tu sais, tu me laisses ça. Je Parce pense qu'en ça. réalité, Mais oui, j'ai d'aller même faire plus les le temps tout ça. Je suis d'accord. d'aller faire les achats. Donc c'est ça, en fait, qu'il faut. C'est vrai. C'est pas aisé. Moi, il y a des moments où j'arrive au bureau le jeudi, je rentre le dimanche.
Ah ouais, Donc, c'est ça. carrément, dans mon bureau, j'ai ma serviette, j'ai tout. J'ai Euh, tout, j'ai ma mais pause, j'ai bien, ceci. bienvenue au club. Tu sais, j'ai fait les travaux pour les locaux d'Ijara. Les, euh, les deux salles d'eau qu'on a aménagées, j'avais demandé expressément qu'il y ait des douches aménagées parce que potentiellement, on pouvait dormir sur place. Ça m'est arrivé une Mm. seule fois depuis, mais c'est pas évident. Et tu vois, toi, j'imagine que tu n'as même pas encore d'enfants. Enfin, moi, j'ai deux petits garçons à gérer aussi. Heureusement, j'ai Ah mince. un top mari qui prend vraiment les 95% de la charge, mais c'est pas évident quand on est entrepreneur parce qu'on est tellement obsédé qu'on ne se rend pas compte, en fait. On ne se rend pas compte, les réunions de famille, on est juste plus présent, pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on est présent pour nos clients, on veut tellement faire un service à la perfection qu'on ne peut pas se satisfaire de moins que ça. Donc c'est un peu l'obsession. Et je pense que c'est assez rassurant que cette nouvelle génération d'entrepreneurs que je pense que nous représentons ait ça dans son ADN. Parce que quand tu entends finalement le feedback des Camerounais ou de l'Afrique francophone en général sur des entreprises, même comme Jumia, ou même une grosse entreprise comme Orange, le point numéro un, c'est le service client. Et tout le monde dit, Ouais. bah, le service client, il est mauvais, ils s'en foutent. Et on réalise très vite, peut-être nous qui venons de l'extérieur, que finalement, le service client, c'est pas forcément de toujours dire au client qu'il est beau, qu'il va avoir toutes les réductions qu'il veut, c'est de lui dire la vérité, de le traiter avec respect, avec considération et d'être disponible. Si vous êtes disponible, transparent, honnête, intègre, le client en général, il est très content. Mais ça demande quoi? Ça demande du temps. C'est pas tant de l'argent, mais ça demande du temps, de son temps personnel. Et du coup, ben, on le sacrifie. Mais moi c'est pareil. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas fait du lèche-vitrine, m'acheter des choses. Quand j'étais en France, c'était bien parce que je pouvais aller en ligne, commander sur vente privée, Amazon et tout. Ici, il n'y a pas ça. Donc, j'attends que tu développes cette application-là, que tu résolves ce besoin-là. Ok. Je vais brancher un truc là. Ouais. Allez, oh. Et je Donc, du reviens. coup, D'accord. aujourd'hui, à Digital House International, vous êtes combien? En fait, on est 16. Super. Et vous êtes tous basés au Cameroun ou il y en a qui sont basés en France? Comment ça se En France, on a moi plus une personne. D'accord, ok. Euh, Au Et Cameroun, on a moi Cameroun, encore, et plus 15 d'accord, autres. ok. D'accord. Et tu fais du Et télétravail, comment ça se passe? Comment est-ce que tu as réussi à créer non, une culture d'équipe? oui, j'ai une équipe qui est sur place. On a des bureaux dans Aqua. On est normalement, on est jusqu'ici, je vais dire que on se plaint pas vraiment. Aujourd'hui, je D'accord. pense on n'a pas la meilleure progression possible, mais on n'est pas mal non plus. En 2 ans, Super. on avait commencé à prendre toujours un bureau parce que dès le départ, j'avais dit, on reste dans Aqua. Minimum. Enfin, on Bien reste dans sûr. Aqua. Après, on va grandir, on va peut-être aller Ok. ailleurs. Mais, Ok. mais pour le début, on reste dans. Au départ, on avait commencé à Aqua dans une chambre. Ah, Vraiment une chambre. On avait loué une chambre chez bien un des sûr. avocats du Cameroun. Il s'appelle Maître Yondo. Donc, il avait des pièces là chez lui. On avait loué une chambre là-bas, Maître Yondo Black. Et on avait une chambre. Après, on a évolué, on est parti de là. Aujourd'hui, on a des bureaux qui sont sur des centaines de mètres carrés quand même. Ça va. Oh, On a super. même une Ah, académie, en plus des bureaux que nous on a aujourd'hui. On a une académie qui est très d'accord. grande. L'académie est sur presque 100 mètres carrés aussi, je pense. Ok. Toujours à quoi ou ailleurs? Oui, toujours à quoi? Une académie qui Super. forme principalement dans les métiers du digital, donc développement d'applications, marketing digital, communication digitale, montage vidéo, design graphique. D'accord. En fait, on l'a créé, bon, je ne sais pas s'il va falloir que je dise pourquoi est-ce qu'on l'a créé, mais on l'a créé dans un premier temps pour résoudre nos problèmes de recrutement parce que Bien euh, sûr. ça a été très difficile de recruter au début. Et à chaque fois, il fallait recruter, former, recruter, former. Dans un moment donné, on s'est dit, on préfère former en masse. Là, on va retenir ceux qui vont rester.
et les entreprises qui en ont aussi besoin pourront recruter d'autres profils et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc voilà. Tu sais à quoi je pense quand tu me dis ça? Je pense à une très très bonne amie à moi, Estelle Yomba, qui Seven Academy, qui aussi finalement a eu un peu la même approche. Elle a Seven Academy qui est plutôt qui est l'académie de formation. Et derrière, elle s'est posé la question inverse, mais comment je peux faire pour donner du travail à ces jeunes talentueux qui sortent et qui sortent sur un marché du travail qui peut-être ne les absorbe pas tous. Et derrière, elle a créé comme Digital House Seven Global Procurement Consulting Service. Donc et voilà, donc j'aime beaucoup ces parcours, ces façons de dérisquer le business où on met des pans un peu B2B avant de créer des produits B2C. Mais ce que je me demande quand on regarde par exemple le modèle au Nigeria, le modèle aux États-Unis ou en France, on se rend compte que faire une application orientée client, c'est déjà assez compliqué parce qu'il faut se faire connaître, il faut avoir la confiance, enfin, il faut faire un peu de buzz autour de l'application. Comment est-ce que vous trouvez l'énergie pour pouvoir ne pas vous focaliser à 100% sur ça? Moi, je prends l'exemple d'Ija. Hein. Moi, j'adorerais pouvoir faire des formations et tout, mais je sais pas comment faire. Je dis, mais du coup, je dormirais vraiment, vraiment plus. Vous trouvez le temps où? Parce qu'en plus, tu n'as pas que Cool Trip, il y a aussi Cool Pay, il y a les projets clients, il y a l'académie. Comment ça marche au quotidien, en fait? Comment toi, Bah, Césaire, tu as ton temps entre tout ça? C'est quoi une journée typique? Dis-nous, c'est quoi une journée typique chez toi? bon, ma journée typique, je ne sais plus, ça commence parfois à 5 heures. À 5 heures, je me réveille, je lis un peu. Je lis toujours le matin. Autour de 6 heures, ça dépend. 6 heures, 7 heures, je m'apprête, je sors. J'arrive au bureau et bah, je commence à courir dans tous les sens. Mais généralement, je prépare ma journée à l'avance. Donc, je ne sais pas si je vais retrouver une journée typique sur mon papier ici. Voilà. Donc, là, c'est ma journée de jeudi. Wow. Et c'est le jeudi dernier. Et ici, j'avais envoi acte à Bafoussam, je ne sais pas ce que c'était. Réunion ONU consultation. En fait, parce qu'en même temps, je suis consultant pour les Nations Unies aussi. Prise de contact et Néo, en fait, ils attendent que j'envoie un document chez eux. Et ainsi de suite. Bon, ça, je ne l'ai pas fait. Donc, c'est encore une reporté. Et au fur et à mesure que je fais, je les coche. Au fur et à mesure que je fais, je les coche. Oh là là, et puis, la journée est terminée, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, généralement, quand je pense à ce que je dois faire le lendemain, je les note. Parce qu'en fait, les journées changent très vite. On change d'une journée à l'autre. Et du coup, j'utilise des mappings pour contrôler. Et je n'utilise pas un outil numérique à ce niveau, bien même si j'aime le digital. Écrire au papier et je mets devant moi et je coche au bit. Et quand je le fais, je suis toujours plus efficace. Sur ma journée d'aujourd'hui, j'avais une série de choses à faire. Je ne sais pas où j'ai laissé le truc. Je crois que quand tu as appelé là, ça a disparu. J'avais pas trop de choses aujourd'hui. Mais sinon, dans ma journée d'aujourd'hui, j'avais un truc à faire. Je devais aller faire le retrait de ma DSF de l'année dernière. Et je devais faire un dossier à la banque. Et puis, je devais live avec Nelly. Donc, à la fin, je vais continuer. Et après, non, mais c'est génial, c'est génial. Et là, j'ai un PowerPoint à faire pour un projet, en fait, que juste après la réunion, également, je vais faire. Donc, c'est un peu comme ça que je m'organise. Mes journées sont... Mais au cours d'une journée, ce que je fais, je fais beaucoup de réunions. Avant, je faisais des choses. J'étais très opérationnel. Opérationnel, quoi, tout à fait. Oui, avant, j'étais opérationnel parce qu'en fait, chaque produit que je lance, Cool Trip, par exemple, j'ai été très opérationnel sur Cool Trip. J'ai pris le temps d'aller sur le terrain, moi-même, dans le soir, quand je finissais le boulot à 22 heures. J'allais sur le terrain, j'allais en agence voir les gens qui ont acheté leur ticket, comprendre pourquoi est-ce qu'ils ont acheté, ce qu'ils ont ressenti, ce qu'ils aimeraient qu'on améliore, et ainsi de suite. Donc, j'ai fait ce travail-là pendant 1 an pratiquement, ce qui fait que j'ai compris ce qu'il fallait. C'est pourquoi on a refait notre produit, en fait. Et on est encore en train de le refaire. Donc, on croit que quand on va revenir, on va être plus efficace parce qu'on a pris plus d'un an pour comprendre. Lorsqu'on a fini aujourd'hui, on sait un tout petit peu ce qu'il faut faire. Et en plus, lorsqu'on a lancé Cool Trip pour la communication, pour atteindre les 20 000 abonnés, on avait fait beaucoup d'opérations de communication. Que ce soit sur le terrain où on recrutait des gens qui partaient sur le terrain, qui nous ramenaient des données parce qu'on en avait besoin. Et ainsi de suite. Et on a tout ça, on a retravaillé et on a dégagé une stratégie qu'on a l'intention de commencer à déployer d'ici le mois de juin. Redéployer d'ici le mois de juin. C'est vrai que depuis le décès du
PDG de Finex, ça nous met, on ne sait pas si on va tenir parce qu'en Oui, fait, bien sûr, tout à fait. on avait des choses à faire avec lui en Visionnaire, fait. quoi. Exactement, c'est le visionnaire, Voilà. c'est lui qui portait un peu Voilà, on le avait projet, bien des sûr. choses à faire. Donc, du coup, bon, on va voir comment tout ça, on va voir avec la nouvelle équipe qui va être en place. On ne sait pas encore, c'est un tout petit peu flou. Dans le plan qu'on avait, on avait un plan qui, pour le moment, pour la première fois, je dis non, c'est confidentiel. Mais sinon, on avait un plan. Tu sais quoi, ça m'intéresse ce que tu dis, surtout pour les gens qui veulent entreprendre au Cameroun, en Afrique en général. Tu sais, j'avais la discussion avec Iin il y a quelques mois de cela. Iin Aboyeji, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est le cofondateur de Andela, le cofondateur de Flutterwave, c'est les deux plus grosses startups nigérianes. Les deux sont devenus licornes, donc c'est-à-dire sont valorisés Ouais. à plus d'1 milliard. Et je lui disais, mais alors dis-moi quelle est la stratégie growth, la stratégie marketing qui a le plus marché et qui marche le plus pour les startups nigériennes. Il m'a dit, ce n'est pas Google, c'est pas Facebook, c'est le offline. Va aller dehors, rencontrer des gens, discuter avec les gens, parler-leur de votre produit, c'est ça qui marche le plus. Et moi, je me suis posé la question, oui, mais si tu veux scaler, avoir 10 000 utilisateurs, 20 000, 30 000, 100 000, ce n'est pas en marchant dans la rue. Enfin, tu vois, c'est pas au marché Mokolo que tu vas trouver 100 000 utilisateurs qui sont pertinents pour ton application. Donc, pour toi, aujourd'hui, ces stratégies offline, comment ça se manifeste? Sans dévoiler forcément puisque tu lis beaucoup aussi, j'imagine que dans tes lectures, dans les certifications, tu as dû tirer des enseignements. Est-ce que tu peux donner 2, 3 bonnes pratiques à ceux qui nous écoutent sur comment faire pour mieux marketer son produit quand on est sur le mode offline, quoi? Bonne question, mais c'est compliqué quand même. Non, mais c'est extrêmement compliqué parce que jusqu'ici, moi, tu vois, quand tu poses la question au monsieur de Flutterwave, par exemple, et qu'il te répond, non, Oui, là, il a un produit qui explose en fait. Tu vois, c'est vrai. il y a quelques jours, il a fait 170 millions de levées, par exemple. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Voilà, donc il a un produit. Oh, par contre, on n'a pas encore un produit qui explose. Donc moi, je vais m'abstenir de dire, Oui, de d'être dire que tu as des bonnes pratiques, tout de à dire que fait. voilà, parce que je suis pas sûr que ça fonctionne. Mais par contre, ce que nous, ce que je sais, c'est que lorsqu'on allait vers des gens, expliquer notre application et on ciblait les bonnes personnes, à cette Bien sûr. époque-là, on avait un nombre, enfin, incroyable de réservations. On faisait des centaines de réservations de tickets par jour. Voilà. Waouh, Et depuis qu'on super. a arrêté, ça a également baissé. Mais seulement, ce Bien qui se passe, sûr. c'est que lorsque tu regardes le coût qui est associé, c'est que pour le faire, tu dois avoir des gens qui sont sur le terrain que tu payes. Et quand tu regardes le coût qui est Exactement. associé, c'est extrêmement élevé par rapport Tout à fait. au retour. Et puisque tu n'as pas de financement, tu ne peux pas tenir sur la durée, en fait. Non, tu as Mais raison. nous, La en fait, différence avec eux, c'est vrai. quand on déployait cette stratégie, on savait qu'on ne pouvait pas tenir sur la durée. Mais on avait quelque chose qui nous intéressait, c'était la donnée. C'était la donnée. Tout en sachant que si on a beaucoup plus d'argent, on peut faire ça sur la durée. Tout à fait. Maintenant, sachant que lorsqu'on va le faire sur la durée, après, on va avoir un effet de Une boule. masse Après un critique, moment donné, voilà, on va. un effet de réseau, de bouche à oreille, tout à fait. Mais au moins aujourd'hui, on sait combien il nous faudrait pour déployer cette stratégie-là sur le terrain pour atteindre quel résultat. C'est ça, c'est l'avantage qu'on ait fait. Voilà. Tout à fait. Mais du coup, dis-moi, avec ce qui se passe, tes 5 ans sans sommeil, si c'était à refaire, est-ce que tu le referais? Bah, en courant même en plus. En courant parce que. Tu n'as jamais Hein, regretté par une seule seconde d'avoir embrassé ce chemin? euh, je vais dire quoi? Je pense, oui, une fois quand même. Bon, peut-être 2 fois, hein. Mais ça, c'était vraiment pendant la crise. Lorsque Ah j'ai oui, vu le contrat disparaître, des choses comme ça, notre bien application de sûr. réservation qui a pris un coup, Mm. je me suis dit, mais je serais Ah, mais resté bien ailleurs sûr. tranquille, j'aurais un salaire tranquille aujourd'hui. Tout à Donc, fait. c'est le seul moment. Mais je pense que aussi, j'étais bon, j'étais quand même suffisamment préparé avant de. J'étais suffisamment préparé, je savais que ça allait être très dur parce qu'avant, ce ne sont pas les premiers business que j'ai fait au Cameroun. J'ai commencé le business au Cameroun très jeune, quand j'étais au lycée. Lorsque Ah, j'étais au lycée, quand j'étais au lycée, lorsque je faisais la classe de troisième,
troisième. C'est la première fois que je vois l'ordinateur. J'ai vu l'ordinateur pour la première fois quand j'étais en troisième. Et ça arrive dans mon lycée parce que j'étais dans un village en troisième. Et avec les amis, on se décide d'apprendre très vite comment on utilise un ordinateur. Et lorsque je suis en seconde, on décide de lancer notre formation au lycée sur les ordinateurs du lycée, où les enseignants du lycée venaient nous payer pour se faire former. Et ça avait fonctionné. Donc, du coup, en fait, je connaissais déjà. Tu as hustler. Voilà. Et quand j'étais à l'université aussi, donc, on a lancé un groupe de remise à niveau des étudiants. Et quand on lançait le groupe, moi, j'étais en Master 1 et il y avait des docteurs, des enseignants déjà d'université qui avaient également leur groupe. On m'a dit, vous ne pouvez pas réussir face aux docteurs. Et donc, nous, on a dit qu'on devait réussir, toujours avec un groupe d'amis. Donc, il y a un qui est encore associé à DHI aujourd'hui. Et donc, c'est ce que j'allais poser comme question. Donc, du coup, voilà, donc, en fait, ils sont même, parce qu'en France, en fait, j'ai beaucoup plus d'associés, mais ils ne sont pas forcément opérationnels, mais tous les gens avec qui j'ai fait ces parcours-là sont dans la boîte aujourd'hui. Et donc, comme on était arrivés, on faisait la même chose que ces enseignants, et on les avait dépassés à l'époque, j'ai plus cette confiance aujourd'hui qui fait que lorsque j'arrive, je veux faire quelque chose, je m'en fous de ce qu'il y a autour. Je sais que je peux toujours faire des choses exceptionnelles et arriver à... Bien sûr, non, c'est génial. Donc, j'ai pas vraiment beaucoup... Non, j'aime forcément des échecs, hein, parce que généralement, je me dis, il va falloir qu'on soit à tel niveau. Et après, on se rend compte qu'on n'a toujours pas réalisé 10%. Mais tous les jours, je suis frustré parce que j'arrive jamais à faire 2% de ce qui est prévu. On a plein de fonctionnalités comme ça qu'on a envie de développer, mais on est limité par la taille de l'équipe. Césaire, c'est une frustration mais incroyable en fait. Tout à fait, mais Césaire, tu sais, quand je discute avec ou des investisseurs ou d'autres entrepreneurs, je leur dis, et on me dit, mais arrête d'être aussi ouvert, de parler de ton business model, de dire comment tu fais les choses, comment tu fais ta cuisine, parce que les gens vont te copier. Je dis, mais ils vont copier ce qui... Maintenant, la roadmap que j'ai pour Ijara, il me faudra 30 ans pour la développer. 30 ans. Tu penses 30 ans, même 5 ans, vu toutes les fonctionnalités, vu tout ce que j'ai déjà vu, tout ce que j'ai envie de faire. Et même si même si j'embauche 10 fois plus d'employés comme toi, je pense qu'on aura toujours plus de créativité, plus de choses à faire, plus de problèmes, de façon plus astucieuse de résoudre le problème qu'on aimerait implémenter. Donc tout ça, ça semble aussi être une caractéristique commune. Oui, tu sais, pour te rejoindre dans ce que tu dis, aujourd'hui, quand je discute avec quelqu'un qui vient me dire, OK, j'ai une idée et je veux que tu me dises un tout petit peu comment tu fais, et tout de suite, il me dit, mais pour le moment, ça, on peut me copier ça tout de suite. Moi, je lui dis, je ne vais pas discuter avec toi tant que tu penses qu'on peut copier l'idée, en fait. Exactement. Tu enlèves déjà l'esprit de on peut me copier ce truc parce que de toutes les façons, tu n'es même pas... Tu fais même pas partie des 1000 machins des plus intelligents de la planète. Donc, exactement. Voilà. Maintenant, à partir du moment où tu peux être ouvert, bon, voilà, quand tu seras ouvert, on va commencer à échanger. Mais pour répondre à ta question, au niveau des échecs, il y en a aussi assez. Hein. Au départ, moi, je me disais que il y a plein d'échecs. Mais vraiment, au départ, je me disais, ouais, je vais lancer la boîte. Et au bout de quelques années, je vais être à tel endroit où alors, dans mon personnel, si j'ai quelqu'un aujourd'hui, cette personne ne partira jamais parce que la personne se sent tellement bien. Et après, je me suis rendu compte quand même que je fais aujourd'hui des efforts pour que les gens qui travaillent, par exemple, avec moi, ne partent pas. Mais après, on n'arrive toujours pas à réussir parce que soit on est limité financièrement et que tu as toujours une boîte qui a plus d'argent que toi. Bien sûr, c'est clair. Un bon discours pour convaincre et passer la vision. Et aujourd'hui, parfois, il y a des gens qui viennent, qui travaillent avec moi, qui repartent, pas forcément dans le mauvais terme, mais qui repartent. Bien sûr. C'est un échec parce qu'en fait, normalement, moi, mon challenge aussi, c'est d'être capable de travailler avec quelqu'un qui n'a plus jamais envie de partir. Tu vois? Oui, mais Césaire, c'est un vœu pieux. Je suis sûre que si on pose la question aux professeurs qui t'ont mentoré, qui t'ont coaché à la CNRS, eux aussi, quand tu es parti, ça a dû être un échec pour eux parce qu'ils se sont dit c'est comme une trahison, c'est comme... Et effectivement, je dis à chaque fois, quand moi ça m'arrive, et je suis en train de vivre un peu aussi, c'est que quand ça m'arrive, en fait, à chaque fois je me dis, ben écoute, toi aussi, tu es parti plusieurs fois.
Tu es parti plusieurs fois, tu as laissé des leaders inspirants, des managers envers qui tu es toujours reconnaissante jusqu'aujourd'hui, mais tu es parti pour toi, c'était pas contre eux, tu vois, et fais avec celui qui part ce que tu aurais aimé que ton manager à l'époque fasse envers toi, même si c'est dur, même si c'est compliqué. Et de là, tu tires une leçon pour dérisquer le business. Et que moi, par exemple, j'essaye au maximum de ne jamais avoir une seule personne qui sait faire, qui est la seule personne qui sache faire quelque chose. À chaque fois, je dis c'est le plan de succession. Et je accepte tout le monde. Ils sont déjà si contenus à cause de ça. À chaque fois, je dis, c'est quoi ton plan de succession? Si tu n'es pas là, je dis, mais si tu tombes malade, si tu es hospitalisé, comment on fait? Comment? La boîte, elle doit être supérieure, même à moi-même. Donc, même à moi-même, je me dis, c'est quoi mon plan de succession? Si je ne suis pas là demain, comment Ijara fonctionne? Puisque je veux construire une boîte qui perdure dans les 30, 40, 50 prochaines années. Comment je fais en sorte qu'elle soit assez résiliente pour perdurer comme ça? Donc, ça s'applique aussi bien pour les collaborateurs que pour nous-mêmes, je pense. C'est très important ce que tu dis. Plan de succession, ça, je l'ai noté. Ça, c'est une question sur laquelle je dois me pencher parce que c'est très important. Mais bon, voilà. Tout à fait. Et dis-moi, ça fait presque 1 heure qu'on discute, c'est hyper passionnant. Je pense qu'il va falloir qu'on se voit en direct pour continuer. Je n'ai pas envie que tu fasses que 10% de ta liste. Hein. Tu es censé faire le PowerPoint. Mais quand tu te projettes, dans 5 ans, qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise ou de Césaire Faucine ou de Cool Trip ou de Cool Pay, voilà, qu'est-ce que tu aimerais, où est-ce que tu aimerais être et qu'est-ce que tu aimerais qu'on dise, qu'on retienne de ce parcours-là que tu auras fait qui sera déjà peut-être au bout de cette 10e année. Ce que je veux qu'on retienne, c'est possible. Je veux qu'on retienne que c'est possible Ouais, enfin, je veux qu'on retienne que c'est possible. Je crois que c'est suffisant. Enfin, que tout est possible parce qu'aujourd'hui, la vision est claire. Ma vision aujourd'hui, c'est avec DHI, si, que ce soit, DHI sans Cool Trip ou Cool Pay ou le reste, avec DHI, ma vision est claire. C'est que dans 10 ans, il faut plus qu'une boîte se pose la question de où est-ce que je trouve un prestataire fiable. Par exemple, en France, aujourd'hui, les grandes boîtes ne se posent pas la question. On sait qu'on va retrouver IBM, on sait qu'on va retrouver Capgemini, on sait qu'on va retrouver GFE World qui est devenu Ethereum, je ne sais plus. Donc, ce sont des boîtes aujourd'hui, il faut que DHI soit à ce niveau-là. Qu'on se pose la question de où est-ce qu'on les retrouve. Ça, c'est DHI. Et également, dans 5 ans, pour les autres produits, je souhaite être parmi les meilleurs du secteur parce que je sais les secteurs dans lesquels on est, que ce soit le paiement en ligne, ce sont les secteurs d'actualité, que ce soit la réservation, c'est quelque chose qui va revenir, même si ça prend du temps, on finira là. Et le jour où va y arriver, tout à fait. Ça va arriver, il va falloir que nous on soit dans les top des meilleures plateformes de réservation avec la meilleure expérience possible, pareil pour le paiement, et voilà. C'est ce que je souhaite d'ailleurs. Non, c'est clair. Non, mais on le fait ensemble. Tu sais, moi, quand je suis venue entreprendre en Afrique, j'ai fait comme toi, j'ai discuté avec pas mal de gens, essayé d'avoir pas mal de conseils. Et ce que j'ai retenu, ou moi, comment je l'ai synthétisé pour le Cameroun, l'Afrique francophone, c'est de last man standing. C'est en anglais, genre le dernier survivant. Le dernier survivant. Et c'est vraiment, pour moi, c'est une course à la survie. À chaque fois, il faut être toujours le dernier survivant. Une fois que tu es le dernier survivant, ben, un jour, le marché sera prêt, toutes les planètes seront alignées et tu te seras assez ancré dans le paysage avec assez de répétition, assez de confiance que tu as réussi à construire pour qu'on se dise, OK, on peut faire la réservation ticket et tout. Il y a Cool Trip là. On a vu Cool Trip à la conversation d'entrepreneurs sur la Nelly Chatpedia. On a vu Cool Trip, je sais pas, dans Investir au pays. On a vu les pubs, on a vu les panneaux publicitaires, on a vu la publicité Facebook, Google. Comment, et tu es dans le mental des gens. Et ça, c'est hyper, la conscience des gens. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est la survie de last man standing. Ouais. Ça...
Et On du apprend coup, beaucoup, hein. en échangeant, c'est On ça? apprend beaucoup. Tu sais, quand on m'a dit que, qu'on devrait échanger, j'ai dit, la première fois que j'ai rencontré cette dame, elle m'a bluffé par sa maîtrise du sujet. Et ça, je pense que je te l'avais dit. Même peut-être que tu as Tout oublié à parce qu'il y fait. avait plein de gens, mais je t'ai dit, j'ai été Oui. impressionné. C'est la première fois que je vois une personne maîtriser autant son sujet. Ouais. Là, j'étais impressionné. C'est incroyable. Non, mais Césaire, tu sais, moi, j'ai pas fait un PhD, mais je t'avoue que j'ai toujours dit à mes parents et à tout le monde qui voulait l'entendre que si je pouvais être payée pour apprendre, je passerais ma vie à apprendre. Mm. Donc, et justement, pour moi, l'entrepreneuriat aussi, c'est une de mes réponses, c'est ma façon à. Parce que quand je deviens entrepreneur, je suis obligée, comme toi, d'apprendre la compta, d'apprendre le marketing, de me former encore plus à la blockchain, de rester alerte sur les évolutions du monde. Parce que quand tu travailles dans une entreprise, finalement, et que tu as ton super poste, en général, tu restes sur tes acquis. Tu vas pas regarder un peu ce qui se fait d'innovant parce que tu prends pas de risque vu que mais tu veux garder la maîtrise totale, le contrôle total et ce vernis d'excellence que tu as construit, cette illusion d'excellence que tu as construite parce que tu t'es positionné en tant que de l'entreprise. Alors que quand tu es entrepreneur, si tu veux à chaque fois pouvoir conquérir le marché et rester au top niveau comme toi, tu dois toujours courir derrière la dernière innovation, derrière le dernier challenge, l'excellence à Effectivement. tout. Tu ne peux pas juste être excellent en tech, tu peux être excellent en marketing, excellent en compta, la régulation, enfin, tout, tout. Donc, c'est une façon aussi pour moi d'apprendre. Pour le moment, ça ne paye pas encore. Hein. Je suis hyper déficitaire. Je ne regarde même plus les comptes. Je suis dans le rouge à pas possible. Mais c'est pas grave. Mais tu sais, ma première année là, l'année 2019, moi j'ai dit, je ne veux pas voir le bilan. Voilà, Oui, que je préfère. Je sais pas dans combien d'années, mais bon, je suis quand même content parce que 2020, j'ai demandé le bilan. Ça va. wow, super, super. Ouais, Bon, c'est mais ce que je me 2018, souhaite j'ai dit, je veux alors. pas voir le bilan parce que, Ouais, c'est ce que je me souhaite. C'est ce que je me souhaite. ouais, Bon, dis-moi alors, du coup, aujourd'hui, donc on a le lien de Digital House. J'imagine que sur le lien, on peut avoir les accès à l'académie parce que moi, j'ai souvent des gens aussi qui me demandent comment être formé en community management, en digital marketing. Et on est assailli par des publicités un peu sur Facebook, mais souvent, moi, j'appelle ça des sorciers parce que je sais pas trop ce qu'ils racontent, en fait. Et tu vois bien que c'est pas les gens qui maîtrisent. Donc, pouvoir se constituer justement un portefeuille. Moi, je parlais de Seven Academy. Maintenant, je connais Digital House Academy. Donc, comment on fait? C'est sur le site Internet. C'est là où on va trouver les liens pour l'académie. Tout est transparent. Combien de temps ça prend pour être formé, les coûts, comment ça marche en fait? ok, bah, un mot sur l'académie, en fait, un mot sur l'académie. Aujourd'hui, bon, je profite de la tribune que tu me donnes pour me vanter un tout petit peu, mais ça va pas prendre longtemps. Très bien. Aujourd'hui, on est sûr qu'au Cameroun, on a la meilleure pédagogie et la meilleure formation sur les métiers du digital. Là, on est sûr, pour Voilà. le moment. Ça peut Bien changer sûr. dans 2 mois, dans 3 mois, quand les autres vont copier le modèle. Mais on est Bien sûr qu'on a sûr. le meilleur modèle en ce moment. C'est aujourd'hui, enfin, comment on peut faire pour s'inscrire? On peut s'inscrire en passant par le site. Le site, c'est DHI Academy. Bon, normalement, en faisant DHI Academy sur Google, on tombe sur le site. C'est pas le même site que D'accord. celui de l'entreprise. OK. Et au niveau, la formation, en fait, ça dépend, la durée de la formation dépend du parcours. On a différents parcours et les parcours en développement Mhm. d'application sont un peu plus longs. Par contre, en Bien marketing sûr. digital, on est sur 6 mois. D'accord. Et pourquoi on a décidé 6 mois? Parce qu'en fait, on s'était rendu compte qu'il y avait beaucoup de formations de 2 semaines, machin, qui existaient Tout sur, à sur fait. ces sujets-là. Et nous, on s'est dit, on n'a pas tout de suite dit que c'était pas possible. Nous-mêmes, on a essayé de faire une formation sur 2 semaines. Et à la fin, on a recruté les personnes qu'on a formées. Et donc, quand on a recruté les personnes qu'on avait formées sur 2 semaines, on a Oui. vu qu'en réalité, on C'était une trompait en fait. catastrophe. Bien C'était une sûr. catastrophe. On les avait trompés. Euh, euh, Et ça, je crois que les personnes qui se forment en 2 semaines ou un mois sur le sujet, et ils se disent qu'ils vont être des experts, non, c'est pas possible en fait. C'est normal. bien Parce que de sûr. toutes les façons, être un spécialiste en marketing digital, les gens font des masters pour. C'est comme aujourd'hui, on te dit, C'est vrai. en 2 mois, on va te faire devenir spécialiste, en 2 semaines, on va te faire devenir spécialiste de l'intelligence artificielle ou de je sais pas Non, quoi. non, c'est clair. Il faut un certain temps. Par contre, Ouais. ce que nous, on a fait, c'est que on peut maintenir des formats de formation de 2 semaines.
Mais ça, il faut qu'on soit clair et transparent envers ceux qui viennent se former. On ne va pas te demander de venir dans notre académie être professionnel en 2 semaines. On va te demander de venir apprendre les fondamentaux du métier. Tu vas apprendre les bases. Bien sûr. Fondamentaux, comprendre ce que c'est le métier. Après, si tu veux aller plus loin, maintenant, tu peux t'inscrire dans un parcours plus long. Et dans le parcours plus long, on prend pour tout le monde. Dans le parcours plus long, on prend des gens qui ont déjà des prérequis, des bases en fait. Bien sûr. Parce que comme on veut former des spécialistes en marketing digital, si tu n'as pas au moins un BS en marketing ou en communication, pour nous, c'est un profil qui... Voilà. Ou alors tu as une licence ou un master dans une filière littéraire ou d'autres filières. Là, on va voir et on va échanger, on fait l'entretien pour voir si tu as le niveau pour suivre la formation. Lorsque nous, on doute du niveau, mais que tu es super motivé, on va te donner un programme que tu vas suivre sur 2 mois. Et après ce programme, on va décider si tu intègres la prochaine promotion de l'académie ou pas. D'accord. Maintenant, au niveau de la formation, notre programme, en fait, on a des contenus qui sont, enfin, on sait qu'il y a un ensemble de sujets qu'on doit aborder. Mais ces sujets-là sont déclinés sous forme de projets. On va remettre aux étudiants, dès le premier jour, par exemple, un projet où on va dire, entrez dans votre formation de marketing digital. Dans ce projet-là, en fait, on les met dans une situation où ils découvrent le marketing digital. Je prends un exemple banal. Si moi, je dis à quelqu'un qui est au quartier, rédige-moi une offre d'emploi pour recruter un community manager. S'il ne connaît pas le métier de community manager, il y a des choses que cette personne-là va chercher pour rédiger l'offre d'emploi. Cette personne-là va se battre à trouver ce que le community manager fait dans une entreprise. Bien sûr. Et ainsi de suite. Et ça va pousser cette personne-là à comprendre un tout petit peu le métier. Donc, ce sont des choses comme ça qu'on va mettre dans le projet. À la fin, cette personne va rédiger les offres d'emploi. Cette personne va faire de l'analyse de sa vie, retrouver sa mission et un tout petit peu dans le projet. Bon. Et apprendre à faire des PowerPoint. Là, le projet est fini. Après, on va rentrer dans d'autres projets où on va dire, dans ce projet, on apprend la stratégie social media. Nous, on va prendre un cas qu'on a eu avec un client. On va le transformer, changer les noms. Et on va remettre le projet avec les mails, les échanges qu'on a eu avec le client et tout ça. On remet aux étudiants, mais transformer. Et ils vont s'appuyer dessus pour bâtir la stratégie qui est demandée à la fin. Et à la fin, lorsqu'ils ont fini, ils font une soutenance. Lorsque la soutenance se passe bien, tu passes au projet suivant. Sinon, tu as échoué. Et dans la prochaine promo, tu reviens pour faire le projet. Donc, jusqu'ici, voilà un tout petit peu comment on fait notre formation. Et tous les gens qui enseignent, tant que tu n'es pas un professionnel qui a fait ses marques, que tu n'enseignes pas, même si on se connaît. Donc, c'est comme ça que ça se passe dans notre académie. On n'encadre pas lorsqu'on n'a pas une expérience qui est avérée. Donc, voilà, notre modèle aujourd'hui, ça fonctionne. Et tous les gens qui sont chez nous, tous nos apprenants, nous disent aujourd'hui qu'ils n'ont jamais vu une école comme ça et ils sont super sous pression. La pression est extrême parce que là, on les met en condition vraiment d'entreprise. Ils doivent écrire les mails comme en entreprise, ils doivent faire ceci, ils doivent faire cela, ils doivent faire un reporting normal, ils doivent faire une présentation. Ça permet aussi que, voilà, après, lorsqu'ils ont fini, ils doivent être intégrés pour être opérationnel. Eh ben, écoute, super, super. Écoute, j'espère que la prochaine fois, parce qu'il y aura une prochaine fois, il y a tellement de choses à dire, tellement de choses à raconter. Ouais, moi, je l'espère aussi. J'ai l'impression qu'on a juste frôlé un peu la surface de cette conversation qui pourrait durer encore des heures et des heures, parce que moi, par exemple, j'aimerais bien comprendre comment de Cool Trip, tu vas chez Coolpay, comment est-ce que les clients peuvent aujourd'hui, est-ce qu'on peut retélécharger les applications, comment le faire, quelle est la vision derrière. Donc, moi, j'ai l'impression qu'il faudrait carrément une conversation. En fait, je discute avec toi, mais j'ai l'impression qu'on vient de parler de 4 entreprises en même temps. Et j'aimerais déjà analyser sur une, comprendre, et je comprends bien pourquoi tu ne dors pas et tu restes de vendredi à dimanche, parce que tu gères 4 entreprises en parallèle. Donc mais c'est ça, c'est aussi la vie d'entrepreneur, c'est ça la réalité d'entrepreneur. Donc, je vais un peu résumer la conversation qu'on vient d'avoir. En tout cas, moi, les points qui m'ont le plus marqué, déjà, au tout départ, c'était comment tu identifies que tu as cet ADN d'entrepreneur, que c'est ce qu'il faut que tu fasses. La question que tu te poses, si aujourd'hui j'avais des milliards, est-ce que je continuerais à faire de la recherche malgré le fait que c'est ce pourquoi j'ai été formée et c'est ce que j'aime finalement. Et tu te dis non. Et moi, j'ai fait écho en cela en disant si c'était le dernier jour de ma vie, est-ce que je passerais à faire exactement ce que je fais. Et ensuite, ton approche en fait de dérisking du business, j'adore, c'est-à-dire c'est pas parce qu'on a décidé d'être entrepreneur qu'il faut tout lâcher, qu'il faut pas réfléchir. Et ça me fait penser, je sais pas qui l'avait dit, si vous me donnez 100 jours pour creuser
puis je prends 99 jours pour réfléchir à quels outils, comment l'approcher, où creuser, et un jour pour vraiment creuser le puits. Je le remets un peu à ma sauce parce que j'ai oublié le vrai adage, mais c'est un peu ça le principe. Tu prends du temps de te former, de dérisquer le business en toi, te former en toi-même, et aussi en créant la structure en France, la structure au Cameroun, en approchant des sachants au Cameroun, comme Paul Diane de Broadrange Consulting ou d'autres. Donc aussi cette humilité pour aller vers les autres et écouter. Ne pas venir en disant je suis le docteur Poting, je bosse au CNRS, j'aurais pu être le plus jeune docteur, machin. Non, tu es très humble et tu apprends. Et il y a aussi quelque chose que tu as fait qui m'a marqué, c'est dans le développement de l'application Cooltrip, plutôt que d'aller développer toi une application qui faisait écho à un problème que tu avais rencontré suite au décès de ta maman, tu te dis, ben, je vais approcher des potentiels partenaires pour vraiment faire l'application d'abord pour eux et ensuite je vais prendre la peine d'aller rencontrer des clients au quotidien pour aussi faire une autre application ou alors une extension de fonctionnalités qui sont aussi les plus pertinents pour eux. Parce que très souvent, ce qu'on voit en tech, surtout quand c'est porté par des développeurs, c'est qu'ils développent le produit de rêve pour eux. Mais ils ne s'assurent pas que ce produit de rêve, là, c'est le produit de rêve pour les clients. Et toi, le fait que tu aies mappé de manière très claire tes différents stakeholders, à la fois les compagnies de bus et la personne qui réserve le ticket de bus, c'est extraordinaire. Et je pense que ça, c'est un enseignement qu'il faut en tirer. Bon, et à la fin, moi, je dis, je déconseille aux gens de faire comme toi parce qu'ils gèrent 4 entreprises en une. Hein. Donc, si vous voulez avoir moi, je déconseille aussi. C'est comme le cash. Hein. C'est comme le cash. Ne faites pas ça chez vous. Ouais, vraiment, c'est extrêmement difficile. C'est ça, tout à fait. Donc bon. Écoute, Césaire, c'était passionnant. Je suis vraiment impatiente de continuer à échanger avec toi, aussi de découvrir ton académie et ton approche assez innovante du learning by doing. Et ben, tous ceux qui vont écouter, qui vont nous écouter, ben, n'hésitez pas à aller découvrir l'univers de Césaire. J'ai vu passer là que il annonce, DJ Aaron a lancé sur l'App Store hier, après 3 semaines de bataille avec Apple pour la review. C'était pas facile. On a sofa, comme on dit au pays, mais on est très content d'être la première app d'investissement en Afrique francophone, à la fois sur App Store et sur Play Store. Merci Césaire. Et c'est la première conversation d'entrepreneur. Je suis très honorée d'avoir reçu Césaire. Et ben, restez scotchés pour les prochaines itérations. Bye bye. Bye bye Nelly. Ciao, ciao. À très bientôt. Ciao. À très bientôt.